Voilà, donc bienvenue. Vas-y, je te laisse te présenter. Je suis Mike, je suis chef de projet chez Cocktail Games depuis 7 ans maintenant. Alors, comment t'es arrivé là-dedans? Je travaillais dans l'informatique avant. J'ai une formation d'ingénieur informatique et passionné de jeux de société. J'ai fait pas mal d'activités liées au monde ludique, des événements ludiques divers, dont le festival Paris Ludique à Paris, ce qui m'a permis de connaître tout plein de gens formidables du monde du jeu de société, notamment les plus anciens, notamment les plus anciens, à une époque où il y avait un peu moins de monde et ça a bien grandi et ça c'est chouette. Parmi ces gens, Mathieu Despnous, donc gérant de Cocktail Games, quand il y a eu une opportunité de travailler pour lui, voilà, ça s'est fait par les circonstances. Donc, on rappelle bien que Cocktail Games, du coup, c'est une boîte qui crée un ensemble de jeux de société et qui le vendent sur le marché. C'est un éditeur de jeux de société qui existe depuis 2001, principalement des jeux d'ambiance, donc des jeux aux règles courtes où on s'amuse, qui sont compris en 2 minutes. C'est vraiment la ligne éditoriale. Il y a toujours deux, trois petites exceptions de jeux un peu plus malins, mais c'est quand ils ont vraiment quelque chose de spécial, comme Anabi par exemple, qui est un jeu assez exceptionnel, qui lui est un petit peu plus smart. Mm. Mais vraiment, nous, notre objectif, c'est de faire des jeux pour tout le monde où on peut réunir les enfants, les grands-parents, toute la famille, ou soirée entre potes. On s'amuse au plus vite. Et du coup, est-ce que tu as des exemples de jeux que vous avez à Cocktail Games qui sont bien connus? Un très récent qui marche très très bien, c'est Top 10. Top 10, donc est vraiment pile dans notre ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'il y a une seule page de règles. On passe la soirée à jouer, à dire des bêtises, et c'est vraiment un catalyseur d'ambiance. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens se charrient, disent des bêtises, rigolent, que le jeu soit un support à ça. Top 10 est un très bon exemple pour ça. C'est-à-dire que normalement, on lance une soirée avec Top 10, on s'amuse, on passe un bon moment, on se rappelle de la partie et ça crée, c'est vraiment une complicité entre les joueurs qui, on espère en tout cas, donne envie d'y rejouer, de convertir d'autres gens à y jouer. Et en plus, c'est un jeu coopératif. Oui, tout à fait. Où finalement, il y a un système de points parce qu'il faut bien savoir si on a gagné ou on a perdu, mais au final, on s'en fout un petit peu. C'est vraiment un prétexte parce qu'on joue pour gagner, mais au final, ce qu'on se rend compte, c'est à la fin, c'est que gagner ou perdu, ben, c'était la partie qui était sympa. C'était Oui. l'ambiance autour de la table. Quel est ton parcours? Est-ce que tu as fait des études? Alors oui, j'ai fait des études, mais pas du tout dans le monde du jeu. D'ailleurs, Mm, il y en a assez peu d'études mm. directement dans le monde du jeu. J'ai fait une école à Cholet. Je crois qu'il y en a une ou deux autres. J'ai découvert à Nancy un ami que je lui demandais, il faisait des études en quoi, et puis il me disait en jeu de société. Donc je m'y attendais pas du tout, mais je crois que c'était Effectivement. une fac de lettres de Nancy qu'ils ont ouvert ce thème, quoi. Et je dis, mais c'est génial. Et il me dit, oui, c'est génial, mais il me dit, on se retrouve pas du tout avec des profs qui connaissent les jeux de société. Il me dit, on se retrouve avec plein de commerciales qui dit qu'il faut savoir communiquer, qu'il faut savoir vendre, mais il me dit, au final, on se retrouve pas avec des personnes du monde du jeu, quoi. Donc, je dis, bon, bah, c'est bien, t'as des problèmes comme ça, mais ça montre une ouverture. Je serais assez curieux de voir le type de formation qu'ils peuvent avoir. Ouais, je sais plus si c'est une licence ou un master, mais je m'y attendais pas du tout et, et je trouvais ça drôle de le rencontrer et puis de voir qu'il y a ces études qui sont possibles, quoi. Du coup, donc, tu as fait des études en informatique, c'est ça? J'ai fait 15 ans dans l'informatique. L'informatique, c'est pas très rigolo, donc c'était pas forcément une vocation, mais c'était les métiers du moment. Je trouvais du boulot facilement et du coup, c'est un vrai tournant d'aller dans le jeu de société. Et, il y a pas mal de points communs sur la fonction, c'est-à-dire que ça reste de la gestion de projet. C'est juste que les projets sont vachement plus cool. Donc, tu as fait tes études en informatique, je pense, je me rends pas compte, tu as fait 2, 3 ans? J'ai fait 5 ans, 5 ans, ok. 5 ans, formation bac plus 5, et
Donc, c'est un BTS et un master, je sais pas, je me rends pas compte. C'est une école d'ingénieur. Ok, Donc, c'était une prépa intégrée, ok. école publique. Et après ça, tu as travaillé en tant qu'informaticien dans une boîte. Oui, 2-3 même sur 15 ans. Donc, 2-3 Ok, changements, des SS2I, c'est-à-dire de la prestation informatique chez les clients, ok. en tant que programmeur, puis chef d'équipe, puis chef de projet. Bah, ce qui t'amène quand même pas mal de compétences. Et après, tu as fait le festival donc à Paris. Tu as découvert Exactement. les jeux de société. C'est ça. C'est ça, qui s'appelle Paris Ludique, que j'ai co-organisé pendant 10 ans et qui était une très chouette expérience qui est arrivée un peu par hasard et qui a grossi, grossi, grossi et qui était très, très enrichissante, surtout du point de vue humain. On rencontre plein de gens, ça, plein de corps de métier, plein de différentes personnes et ça, c'était vraiment très chouette. Donc, quand tu es arrivé sur Paris, que tu as découvert les jeux, c'est là que tu as rencontré du monde. Et c'est là qu'ils t'ont proposé de travailler chez Cocktail Games ou comment ça s'est passé? Ça a été. En fait, j'étais à Paris depuis que je travaillais. Premier boulot sur Paris, comme beaucoup, comme pas mal de monde. Mm. J'ai découvert le jeu de société un peu par hasard. Étant nouveau parisien, il fallait bien trouver des activités et amis d'amis qui invitent à une soirée jeu. Et puis petit à petit, on a voulu jouer. Je me suis retrouvé dans ce qui s'appelle les brunchs du club. C'était une association qui était géré par Claude, travaille maintenant chez Blam, donc qui maintenant travaille pour une boîte d'édition, qui à Mm. l'époque était dans un autre domaine aussi, et qui organisait donc des brunchs ludiques le dimanche pour jouer. On trouvait à peu près un dimanche par mois où on brunch et on joue, et c'était cool. Ça a permis de rencontrer tout plein de gens, notamment des éditeurs qui venaient à ces brunchs. Il y a eu Régis qui était venu avec sa boîte de Dixit avant que le jeu ne soit connu du grand public, tout au début, et plein d'autres. Claude est parti en province pour des raisons professionnelles et avec des amis, on a repris les brunchs parce que c'était chouette et que ça aurait été dommage que ça s'arrête. Ouais, oui. Donc on a continué ça pendant quelques années. Le coin des joueurs, c'est valoriser toutes les personnes qui allaient derrière les jeux de société. D'accord, Parce qu'on voit le jeu de société, mais on voit pas il y a qui derrière. On voit pas qu'il y a des éditeurs, qu'il y a des vendeurs, qu'il y a des créateurs. On voit pas tout le côté-là. Et le but de ma chaîne, bah, c'est de valoriser toutes ces personnes. Donc c'est d'accord, hyper c'est bien, intéressant. c'est chouette, Et ouais. c'est une bonne idée, les brunchs ludiques. Ouais, c'était très chouette, ouais. Et effectivement, dans le monde ludique, ce qui est assez étrange, il y a des profils tellement différents et les gens Mm, viennent un peu de partout. Donc mm, c'est assez chouette. Donc c'est brunch. Il se trouve que pendant un de ces brunchs qu'on fait en extérieur, parce qu'il faisait beau, c'était l'été, on découvre le Molki. Molki, jeu de quilles qui à l'époque était totalement inconnu. mm, Et on trouve ça chouette. Et on fait aussi une association de Molki à Paris qui s'appelle le Bâton Rouge, qui existe toujours. Ben, comme ça nous plaît bien, on organise des championnats de France de Molki. En toute humilité, c'était juste un prétexte. On trouvait que championnat de France, ça sonnait bien, mais en réalité, on a dit tous ceux qui veulent venir jouer au Molki, venez jouer au Molki. ah ouais. C'est cool. Et on a trouvé le plus gros boulodrome de Paris, qui était dans le 12e, qui a bien voulu nous accueillir, qui a dit, bon, votre truc, ça a l'air rigolo, vous serez combien? On a dit, on ne sait pas, peut-être une centaine. Venez une fois, et puis c'est OK pour vous. Et on a fait ce championnat de France de Molki, ça a bien marché, plus que prévu, et on en a fait un deuxième, ça a encore mieux marché. On a eu l'ambassadrice de Finlande qui était venue inaugurer. Eh C'était ben, assez rigolo. Le petit côté soirée de l'ambassadeur, c'est assez rigolo. bah ouais. C'est des jeux, oui, oui, c'était plutôt. Elle était venue parce qu'elle était extrêmement étonnée qu'un jeu finlandais amène de A du l'enthousiasme en succès. France, en Bah fait. ouais, ouais. Je sais plus, mais je crois qu'on était bien 500 personnes au deuxième. Donc, Et ça, tu te rappelles de l'année à peu près ou pas du tout? c'était 2008, je dirais, 2008, Ah ouais. 2009. Mm. 2009 peut-être. Je Ok. crois que le premier 2008, le deuxième 2009. Et depuis, il y a eu plein, plein d'associations de Molki. Le championnat se déplace de ville en ville. C'est devenu énorme. Il y a eu des champions de France, des champions du monde français de Molki. Donc, la France est une nation de Molki, Ok. officiellement. Pas,
pas forcément à cause de ce premier championnat, mais elle est devenue depuis. Et donc, c'est chouette, c'est assez rigolo. Et donc, ça, c'était la petite parenthèse pour dire que on avait de bonnes relations avec ce boulodrome parisien, Mm. qui est quand même un lieu d'un hectare extérieur à Paris, ce qui est assez étonnant. Parce que Paris est quand même bien dense et plein d'immeubles. Et on s'est dit, tiens, ce lieu est chouette. Bah, nos brunchs qu'on fait d'habitude, est-ce qu'on n'en ferait pas un ici? Là-bas. Mm. Mais d'habitude, on était une centaine de personnes. Donc, on s'est dit, bon, si on a un grand espace, il faut être un peu plus. Donc, au lieu d'inviter un éditeur qui va venir avec sa nouveauté, on va en inviter une dizaine, une vingtaine, enfin tous ceux qu'on connaît. Et c'est comme ça qu'est né le premier festival de Paris Ludique, qui pour la première édition s'appelait pas tout à fait Paris Ludique, ça s'appelait Un week-end en mieux. Ok. Euh, on n'a pas gardé. Mais voilà. Et qui était pour nous un gros brunch. C'est-à-dire qu'on avait dit, bah, voilà, c'est parti comme ça. On a eu la chance, ben, justement, Mathieu de Cocktail Games a été un des premiers à dire oui. On a eu Days of Wonder aussi, Adrien et Franck, qui nous ont suivis directement. Donc on avait un peu deux gros éditeurs installés de l'époque. C'est une époque où il y avait beaucoup moins d'éditeurs que maintenant. C'est peut-être une vingtaine, une trentaine, je pense, et qui nous ont dit oui, on vous met une tente, des tables, des chaises dans un polodrome et ça vous dit de venir. La plupart sont venus par sympathie, parce que c'était chouette, parce que c'était au soleil et que voilà, c'était un week-end sympa. Et c'est comme ça que s'est fait la première édition et ça a été assez étonnant. Il y a eu 2000 visiteurs, je crois, Ah ouais. à cette première édition. Et c'était assez étonnant parce qu'il y avait beaucoup d'espace. Des gens pique-niquaient dans un coin, des gens jouaient au frisbee dans un autre. Il y avait une table de ping-pong en libre-service. C'est une espèce de, il y avait un petit côté kermesse. Il y avait un temps exceptionnel, il faisait super beau, donc tout le monde avait du coup de soleil. Donc c'était plutôt chouette. Et voilà, et du coup on s'est dit, bon, bah, faut recommencer parce que c'était chouette. Bah Et ouais. ensuite, ben, le monde du jeu est en pleine expansion depuis cette époque. Ben, Mm. à chaque édition, des nouveaux éditeurs venaient en plus et ça a grossi. Jusqu'à, je crois que c'est en 2018-2019 où on a eu 20 000 visiteurs. Donc ça a plutôt bien grossi et maintenant ça continue. Je ne sais pas combien il y a eu de visiteurs cette année, mais on est à peu près dans ces eaux-là. Donc chaque année, vous faites le pari ludique avec Molki et tout ce qui suit, quoi. Oui, voilà, ouais, ouais, j'ai fait ça pendant 10 ans, là j'ai arrêté maintenant. Le Covid a un petit peu cassé le Oui. rythme Ouais. et une nouvelle équipe a repris, mais ça m'a, ben, pendant ces 10 années, du coup, ça a permis de créer plein de liens avec le monde ludique, avec les autres éditeurs, Mm. avec des associations, avec des joueurs réguliers. Donc ça a permis vraiment beaucoup, beaucoup de rencontres. Et ce qui était vraiment l'objectif de ce type d'événement, c'était vraiment de rencontrer plein de gens et de faire découvrir. En fait, on s'est un peu pris au piège, c'est-à-dire que les Mm. brunchs, le tout début, l'objectif, c'était de se retrouver entre joueurs Jouer. pour jouer entre nous et c'était sympa. Ensuite, quand on a grossi un peu, quand on avait plus de place, on a eu des restaurants ou des lieux où on pouvait être à 100, 120, 130. On s'est dit, bah, il faut plus de gens, donc on essaie de communiquer, on dit, venez avec vos amis, etc. Et avec le festival, on s'est dit, bon, il nous faut vraiment plus de monde. Et ben, on va essayer de convertir des gens qui ne sont pas joueurs à leur dire, venez, c'est sympa, venez, c'est en plein air, venez, il y a des merguez, venez. Et du coup, voilà, l'objectif principal est devenu faisons venir des gens, faisons découvrir les jeux, parce Mm. que les jeux, c'est chouette. Et Mm. on se rend compte qu'en fait, la plupart des gens sont joueurs, mais ils ne le savent pas. Ils ne connaissent pas parce qu'ils ont d'autres passions, parce qu'ils ont d'autres choses Mm. à faire. Et que finalement, quand on les fait jouer, la plupart des gens aiment bien et chacun a dans son style, des joueurs d'ambiance ou gros jeu. Et Mm. donc, l'objectif était vraiment là de dire, il y a un événement festif, c'est en plein air, il y a une bonne ambiance, et vous allez découvrir des choses, et avec un peu de chance, devenir des joueurs plus tard. Donc tout a commencé donc sur Paris où vous avez fait cet événement chaque année et à côté de ça, tu commençais à travailler chez Cocktail Games. Et alors, j'étais encore dans l'informatique à l'époque, et Ouais. effectivement, je voyais bien qu'il y avait beaucoup plus de plaisir à être dans le monde ludique que dans le monde de l'informatique. Mathieu, donc le gérant de Cocktail Games,
avait envie d'agrandir son équipe. À l'époque, ils étaient 4, donc c'était une petite entreprise. Maintenant, on est 8, donc on n'est pas beaucoup plus non plus, Ouais. Mais mais ça a quand quand même. même grandi. Mais ça a quand même grandi. Et on a vu une coopération avec eux, c'est-à-dire que pour le festival, on avait décidé de faire des formules entrée plus un jeu. Comme ça permettait aux gens d'avoir un petit souvenir. Ça permettait aussi de faire un prix spécial sur le jeu. Et on avait fait ça donc avec Cocktail Games. Donc je m'étais retrouvé, je voulais faire un jeu qui sortirait à l'époque du festival et qui durerait ensuite. Et donc, je me suis retrouvé dans le process de choisir le jeu, c'est-à-dire de regarder des prototypes et de sélectionner un jeu à l'édition avec l'équipe de Cocktail Games à l'époque. Et puis, notre premier jeu, c'était Give Me Five, qui est un jeu avec des thèmes où on va retrouver, c'est un peu un petit bac revisité. Ok. C'est-à-dire qu'on a des lettres, on retrouve des thèmes avec une petite règle un petit peu maligne d'équipe. Il fallait des thèmes, donc des tests. Donc, comme moi, je fréquentais pas mal de joueurs, des endroits ludiques et Vous dont êtes les testé. brunchs, ça a permis de tester, de faire du contenu. Et du coup, je me suis retrouvé un petit peu dans l'édition de jeux en parallèle, c'est-à-dire que dans le milieu associatif de Paris Ludique, mais en coopération directe avec l'équipe de développement de Cocktail Games. Et quand Mathieu a voulu agrandir son équipe, voilà, on s'est dit, tiens, on a déjà travaillé ensemble, on a déjà un peu développé des jeux, donc est-ce qu'on continuerait pas ensemble? Au moment où Cocktail Games donc c'est agrandi, donc je sais pas s'ils participaient déjà au festival de Cannes ou Oui, bien sûr, oui, ouais. oui, même bien avant, bien avant. Mm. Je pense ils étaient dès le début de la création. Je crois que Cocktail Games date de 2001. D'accord, ok. Dès le départ, ils ont été au Festival de Cannes, ouais, qui Ouais, reste ouais, le ouais. plus gros festival et incomparable de France, clairement. Mm. Et un éditeur ne peut pas ne pas aller à Cannes. C'est impossible. Bah, il loupe une grosse opportunité s'il y va pas, quoi. Ouais, clairement, non, c'est vraiment obligé. C'est vraiment un statut à part, le Festival de Cannes. C'est aussi un rendez-vous professionnel, c'est Mm. aussi une vitrine internationale, c'est aussi, enfin, c'est plus qu'un festival. Mm. Il y a une dimension plus grande. Et du coup, quel est le but d'un éditeur d'aller au Festival de Cannes? Est-ce que c'est pour montrer aussi la marque, proposer les jeux, mais aussi trouver de nouveaux jeux peut-être à rentrer dans Cocktail Games? Alors, voilà, il y a plein d'objectifs. Le premier, c'est de montrer les nouveautés Ouais, à un public assez large. Que je ne sais plus le nombre de visiteurs, mais on va dépasser les 100 000 visiteurs, je pense, à Cannes sur les 3 4 jours. quel jour? Ouais. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Mais ça, comme dans beaucoup de festivals dans d'autres villes de France, on a de la chance en France, on a énormément de festivals Mm. dans plein de villes qui ont chacun leur spécificité, chacun leur charme. Donc il y a cet aspect-là. Mais effectivement, à Cannes, il y a un peu plus que ça, parce qu'il y a aussi des éditeurs étrangers qui vont venir et qui vont voir un peu les jeux qui buzzent, les jeux qui font parler, et on va rencontrer des auteurs qui vont nous proposer des jeux. Mm. Il y a vraiment l'aspect, tous les éditeurs sont là, donc on se retrouve, on se revoit, enfin, ça dure 3 jours, donc on va se voir aussi le soir ou off, où il y a plein de prototypes, où ça marche tellement qu'ils sont un peu débordés, le off est assez impressionnant. Si on peut expliquer le off, en fait, c'est le fait que des personnes créent des jeux et même une personne lambda, elle peut créer un jeu Ouais. et en fait, elle va sous ces gros cabanans qu'on appelle les soirées off et en fait, elles font tester ces jeux aux personnes et si ça plaît et notamment les éditeurs et les éditeurs qui peuvent comment financer ou contribuer à ce projet pour qu'il puisse se réaliser en fait. C'est ça, c'est plein d'auteurs plus ou moins confirmés, effectivement. Ça peut être vraiment tout le monde va venir avec ses prototypes dans un espace qui leur est dédié en soirée. Alors, beaucoup de joueurs qui passent la journée au salon vont au off le soir pour découvrir ces jeux, Mm. mais aussi des éditeurs, mais aussi des professionnels.
Et bah, il y a des rencontres qui peuvent se faire, des jeux qui peuvent intéresser des éditeurs, possiblement signés et être édités plus tard. Et donc sortir sur le marché. C'est aussi des rencontres conviviales entre joueurs, c'est aussi des échanges de conseils entre auteurs Mm. confirmés, moins confirmés. Enfin, il y a aussi le réseau des cafés ludiques qui tient le bar et qui se retrouvent tous aussi. C'est aussi un lieu d'échange, un lieu de retrouvailles, des joueurs habitués qui se retrouvent, des auteurs qui font que Cannes, il y a un côté rendez-vous annuel, même s'il y a d'autres rendez-vous, bien Mm. entendu. Mais c'est quand même un très gros rendez-vous annuel. Du coup, quelles sont tes journées types, toi, en tant qu'éditeur? C'est le festival où presque toute l'équipe va faire de l'animation sur le stand, sur notre stand, pour faire découvrir les jeux. Ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres festivals où on a un responsable événementiel, des animateurs avec qui on a l'habitude de travailler. Donc, c'est plutôt cette personne en charge de l'événementiel qui va aller sur le festival. Selon la taille du festival, il va y aller seul ou en équipe avec deux, trois autres personnes. Mais là, Cannes, c'est celui où presque toute l'équipe y va, justement parce que c'est le gros rendez-vous, parce que ça permet à tout le monde d'animer les jeux et de voir l'accueil du public, de Mm. voir si les idées qu'on a eues, elles sont bien accueillies. On est content de voir, voilà, c'est un jeu, on a travaillé pendant 1 an, 2 ans. On est content de voir la réaction du public en direct, de l'expliquer et de faire découvrir. Donc Mhm. c'est peut-être la principale différence avec les autres festivals, c'est que presque toute l'équipe est là et va passer beaucoup de temps en animation sur le stand à échanger avec les joueurs. Il y a une vraie rencontre avec les joueurs, donc avec le client, qui n'est pas trop le cas le restant de l'année, où finalement nos contacts, ça va plutôt être notre distributeur, les boutiques, mais pas si souvent que ça les joueurs. Et en parallèle de ça, ben, chacun, en fonction de son rôle dans l'entreprise, va aussi avoir des rendez-vous. On a le responsable export qui va en profiter pour avoir des rendez-vous avec des Mm. partenaires étrangers. Celui qui va réceptionner les prototypes, d'habitude dans l'année, va prendre des rendez-vous avec des auteurs de prototypes. Mm. On a la graphiste qui va rencontrer des illustrateurs qui viennent un peu démarcher sur les stands ou qui vont montrer leur book. Que, voilà, chacun va avoir ses rendez-vous en fonction de à la communication. On a d'autres festivals qui viennent dire venez dans notre festival. On a des propositions de blogueurs, d'influenceurs, de médias. Et est-ce que tu sais d'où ça vient le nom Cocktail Games? Pourquoi? Ça vient donc, c'est l'entreprise qui a été créée par Mathieu Despnous, gérant, qui l'a créé seul tout au départ. Même si l'activité de départ principale, c'était de l'animation d'entreprise. C'était pas du D'accord. jeu de société. Donc, Ok. c'était principalement des gros jeux en bois, pour faire du team building, des animations en entreprise, tout au début. Et ça s'est transformé en édition de jeux avec un jeu qu'il a co-créé avec Roberto Fraga et Odé Lemay, qui s'appelle Contrario, qui était le premier jeu donc, de la société. Mathieu aimait bien les jeux et il avait créé dans sa jeunesse un Monopoly des cocktails, voilà, qui est mort-né, je pense. Et du coup, quand il a fallu trouver un nom, il était resté sur le cocktail parce qu'il avait fait ce jeu qu'il a vite mis à la poubelle, je pense, avant de Ah. créer un vrai jeu, mais parce que voilà, c'était presque un Monopoly thématisé, donc c'était D'accord. pas une valeur ludique qui n'était pas très très. Ça a donné ce nom cocktail et ça va très très bien avec l'esprit de l'entreprise puisqu'en fait il y a un petit côté jeu d'apéro dans la Mm. plupart de nos jeux Mm. et un côté festif et coloré du cocktail, donc au final Ouais, ça va bien ensemble. ça colle plutôt bien. Ouais, quel serait le jeu que tu aimerais jouer ou en tout cas pour l'instant que tu t'en lasses pas et que tu aimes jouer, quoi. Dans les jeux où je me lasse pas, je joue beaucoup, il y a toute la collection des pandémies. Il y a le côté coopératif, il y a le côté où à chaque fois il y a de la tension et on gagne ou on perd à pas grand-chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez chouette. Dans les un peu plus récents, il y a The Crew. La première fois que j'ai joué à The Crew, pour moi, c'était un tarot, mais version améliorée, quoi. Exactement. Vraiment un côté, on connaît déjà les règles et en fait, ça apporte vraiment quelque chose.
Et on retombe sur le côté coopératif et Ouais. mission à réaliser qui se joue à pas grand-chose, qu'on gagne ou qu'on perd à pas grand-chose. Donc c'est un peu les points communs. Donc ça, c'est les jeux où probablement je joue le plus en ce moment. Tu es à plein temps à travailler chez Cocktail Geek Games. Ça Ouais, va faire 10 ans, c'est ça que tu disais? 7 ou 8, je sais plus, mais 7 ou 7-8 8 ans. ans. Et donc, tu ne fais pas autre chose à côté? Non, plus maintenant. Ok. Tu travailles du lundi au vendredi? Oui, oui, ah bah, oui, oui. Ouais. Une journée type est assez, c'est une journée de bureau assez classique. Après, selon les activités du moment, il va y avoir parfois des rencontres avec des auteurs, parfois d'autres activités, mais la journée type reste devant un ordinateur, comme pas mal de gens. L'entreprise qui est située à Versailles, Oui, il y a donc tu des es bureaux à toujours sur Versailles. Paris. Ouais. Oui, parce que je me disais, bah, comme il y a quand même les rencontres avec les auteurs, les festivals, etc., je me dis, bah, vous bossez quand même pas mal, peut-être le week-end, mais Oui, bah, sur les festivals, effectivement, sur les salons, il y a aussi notamment le salon d'Essonne, d'un point de vue mondial, le plus important sur le jeu de société. il est situé où? En Allemagne, qui est vraiment le salon du jeu de société mondial le plus important. Il y a d'autres rendez-vous comme le salon de Nuremberg, qui est aussi en Allemagne, qui est un salon professionnel, où là on va rencontrer vraiment tous nos partenaires étrangers qui viennent du monde entier, présenter nos nouveautés en avant-première, faire des accords de distribution dans les différents pays. Donc là c'est vraiment très professionnel. Le salon d'Essonne va être un peu comme le salon de Cannes, un peu boosté par sa dimension, parce qu'il est vraiment il est plus gros, un peu plus international. Oui, c'est encore en Allemagne. Et après, il y a d'autres, voilà, nous on aime bien, typiquement chez Cocktail Games, on a depuis quelques années pas mal de jeux qui viennent du Japon. On va à Tokyo Game Market, qui est Ok. un salon assez inédit à Tokyo, et qui nous amène des jeux japonais. On doit en avoir trois quatre dans les 2 dernières années, de jeux qui viennent d'auteurs japonais, parce qu'ils nous correspondent bien. Ce sont des jeux qui sont assez originaux, qui sont avec assez peu de matériel, des règles simples et Mhm. malines. Mhm. Donc on aime bien aller voir ce qui se passe là-bas. On a la chance d'avoir un bon partenaire sur place. Donc c'est un salon où on va 2 fois par an. Il est 2 fois par an. Donc ça fait partie effectivement des rendez-vous annuels. Il y en a pas mal quand même. Tu m'en as cité trois, je crois, en Allemagne. Oui, il y a l'Allemagne, il y a Les effectivement le deux Japon. du Japon, Cannes, Il y Paris. a aussi la Toy Fair de New York. En fait, On est quand même dans des villes plutôt sympas. Il y en a d'autres qu'on ne fait pas, hein. Il y a des Gen Con aux États-Unis, dans différentes villes des États-Unis qu'on ne fait pas, qu'on fera peut-être, mais qui historiquement étaient plutôt sur des plus gros jeux ou des jeux à l'américaine, qui pas forcément notre première cible, même si ça a tendance à changer, même si probablement qu'il y a plein d'intérêt à y aller. On n'y va pas spécialement pour l'instant. donc tu es Euh, amené à bouger souvent, quoi. oui, oui, alors c'est pas toujours moi qui y vais. Mon collègue qui est responsable de l'export, et puis Mathieu, qui est le gérant qui y va, lui, beaucoup plus souvent. Mhm. Mais ça fait partie, oui, ça fait partie des aspects sympas du boulot, c'est-à-dire que Ah ouais. de voyager Et de euh, travailler en même temps. et de travailler en même temps, et de rencontrer des gens très différents, notamment au Japon, des très très bonnes rencontres au Japon, d'une culture différente, d'une vision Mm. du jeu de société assez différente. Donc ces échanges-là sont très enrichissants et chouettes, et aussi intéressants d'un point de vue professionnel aussi. Parce que vous arrivez à vendre au Japon, du coup? Oui, alors nos jeux sont distribués dans une douzaine de pays à peu près, dont le Japon. Même si le Japon, on y va principalement trouver des jeux, mais on en vend aussi au Japon, effectivement. On a aussi des partenaires là-bas pour nos jeux dans, oui, une douzaine de pays d'Europe, d'Asie. L'Allemagne était le pays du jeu de société Ouais. il y a quelques années. La France a clairement repris le flambeau, mais on a des auteurs, enfin, voilà, des auteurs reconnus, des auteurs en Mm. devenir, des illustrateurs. Jeux à l'allemande d'il y a quelques années, quand on voit les illustrations des jeux français, ça a un peu modernisé le jeu de Mm. société. Mm. Et des éditeurs, des festivals, les festivals, on est probablement le pays où il y a le plus de festivals, c'est assez impressionnant. C'est un milieu associatif Mm. la plupart du temps, Mm. et il y a des pays, enfin, l'Allemagne a une culture du jeu de société beaucoup plus présente, Mm. probablement dans des structures, c'est peut-être, eux, ils sont peut-être plus dans
Le jeu de Dans le société est plus dans travail. le domaine culturel, Ouais, alors que nous, on aimerait bien, mais il y a pas autant d'événements, il y a pas autant en Allemagne. de festivals qu'en France. Les boutiques aussi, les boutiques en France, il y a plein de petites boutiques spécialisées. Il y a des pays où, enfin, il y a beaucoup de pays où Il n'y en a pas. il y a pas tout ce chaînage de petites boutiques. En Allemagne, je crois que ça a été ben, les premiers à créer beaucoup de jeux de société, à avoir des éditeurs. C'est eux qui ont euh, extériorisé, en fait, vendu des jeux de société. Il y a eu beaucoup de boîtes, etc. Qui sont les premiers sur le marché, bah, c'était les Allemands. Et les Français viennent tout de suite derrière, quoi. Quand tu demandes bah, les créateurs de jeux de société, avant c'était beaucoup les Allemands, mais peut-être que les Français arrivent à la suite. Mais c'est bien, D'accord. parce que ça veut dire que ça fait des beaux échanges. Mais à côté de ça, bah, là, je viens de découvrir donc, le Festival de Cannes, Festival de Paris, celui de Toulouse, celui d'Épinal en France. Ouais, Après, il y en a un autre Partenay, voilà. Partenay, oui. Donc, il y en a Il y cinq. a Ludinor près de Lille. D'accord, ok, bah, je Euh, connaissais pas. et en réalité, en réalité, il y en a un tous les week-ends, hein, quasiment, enfin, surtout au printemps-été, et peut-être même plus. Alors après, de différentes tailles, évidemment. Mm, Il y en a qui, voilà, à 1000 visiteurs, qui sont un peu des grandes fêtes de village avec beaucoup de jeux de société, mhm. et jusqu'à Cannes, et il y a tout le panel possible de festivals. Il y a eu le festival de Rennes qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Je crois qu'il y a eu dans les 8000 visiteurs, quelque chose comme ça, Ah ouais, ouais, ouais. qui est un festival assez jeune, mais qui en 4 5 ans, tout de suite, a pris sa place. Donc je pense que pratiquement voilà, toutes les villes de France vont avoir leur festival ou salon, où il y en a qui sont un peu plus geeks, il y en a qui sont un peu plus... chacun a sa spécificité, chacun a un peu son style, Mhm. mais il y a énormément d'événements ludiques en France. Parce que tu disais qu'il y avait à peu près 100 000 visiteurs sur 3-4 jours sur Cannes, c'est ça? Je crois, j'espère que je dis Oui. pas trop de bêtises non plus, mais il me semble que oui. Ouais, ouais, c'était 25 000 visiteurs en une journée. Enfin, c'est vrai que les chiffres étaient gros, quoi. J'ai pas été vérifier non Oui, je crois que c'est à peu près 25 000 par jour, donc sur 4 jours, parce qu'il y a un jour professionnel le plus. jeudi. Peut-être qu'il y a un petit peu moins de monde le jeudi, mais on n'est pas loin des 100 000. C'est concrètement, ils sont victimes de leur succès puisqu'ils atteignent les capacités maximales du Bah lieu. oui. Cette année, ils ont commencé à Ah, installer c'était- des structures extérieures. Donc, ça montre bien que ça grossit. Ça, c'est chouette et enfin, c'est valable vraiment partout. Moi, je sais que Paris Ludique, première année était assez linéaire. C'est-à-dire que c'était 2000 visiteurs, 4000, 6000, 8000, 10 000, 12 000, étonnamment. Et je crois que c'est le cas dans la plupart des autres festivals. C'est-à-dire que ça, voilà. Il y avait le côté parisien qui fait que c'est juste lié au fait qu'à Paris, c'est plus facile d'y aller et que les gens peuvent mais dans toute la France, tous les festivals grossissent et ont de plus en plus de visiteurs. Du coup, on va revenir à Cocktail Games. Ouais. Bah, justement, vous avez grossi, vous êtes maintenant 8 dans l'équipe, vous arrivez à vendre, à faire du partenariat. Quels sont vos objectifs prochains? Bah, de faire des bons jeux. L'objectif est, oui, est clairement de faire des jeux qui vont rester dans la durée, qui vont s'installer, qui vont plaire un public large. Vraiment, notre objectif, c'est ça, c'est de faire des jeux qui vont plaire à un large public et qui vont s'installer et dont l'objectif est vraiment de s'amuser autour d'une table. Il y a des jeux, alors normalement, la plupart des jeux, c'est pour ça, mais il y a des jeux qui sont des jeux de stratégie, il y a même des jeux éducatifs, il y a des Mm, jeux il y a vraiment tous les styles. Nous, vraiment, notre objectif, c'est des règles simples et on s'amuse autour de la table. mm. Du jeu d'apéro, comme on le dit assez souvent. C'est pas si simple à trouver. On avait essayé de faire le calcul il n'y a pas si longtemps, mais on reçoit des centaines de prototypes au cours de l'année, peut-être 200 ou 300. Et on sort là actuellement à peu près 3 jeux par an. Donc la sélection est drastique. Oui, bah oui. Voilà, parmi les 3 qu'on va sortir, il y a aussi des jeux qu'on va trouver justement au Japon ou qu'on va localiser d'un autre pays. C'est vraiment une grosse sélection. Et les jeux qu'on ne va pas garder, c'est pas forcément des mauvais jeux, c'est juste qu'on va essayer de miser sur quelques jeux auxquels on croit et essayer de les montrer un maximum pour qu'ils rencontrent leur public. Ouais, parce que c'est ça qu'on a été aussi étonnés. Donc, à chaque fois à Cannes, il y a le jeu d'As d'or de l'année.
Donc Mhm. cette année, c'est Acropolis en Tout à fait. 2023. On était étonnés parce qu'en fait, on a repris tous les jeux d'As d'or de Cannes et la plupart du temps, ce sont beaucoup des jeux de plateau, des jeux de stratégie, de réflexion. Et je dis, purée, mais il n'y a pas beaucoup de justement de jeux d'ambiance, etc. Alors je me suis dit, est-ce que c'est parce que les règles sont simples ou que c'est assez simple à faire parce qu'il n'y a que des cartes à faire et pas de sources, de ressources, de plateaux? Comment la sélection, elle se fait? Ça, il n'y a que le jury qui pourra Répondre. répondre. Et le jury change en plus, donc je pense que les objectifs sont pas tout à fait les mêmes. Enfin, chacun va un petit peu dire, chaque jury va peut-être un peu décider de la couleur qu'il veut donner au jeu de l'année en question. Mais oui, effectivement, alors nous, on a la chance d'avoir été pas mal nommés, Mm. ce qui est chouette parce que le nombre de jeux qui sortent étant les nommés, c'est une vraie reconnaissance. On n'a jamais gagné. Mais effectivement, mais je sais pas, je me dis que c'est peut-être un peu comme dans le cinéma où finalement les comédies populaires sont pas celles qui remportent des prix parce Ouais. que c'est plus des films plus intelligents, parce que c'est comme ça, mais ça n'empêche pas que c'est eux qui font du nombre de spectateurs dans les salles. Quand même des jeux d'ambiance nommés, on en a eu quelques-uns. Mais oui, les gagnants sont un peu souvent des jeux un petit peu plus. Mais je pense qu'il n'y a pas de règle. Les Azores, tous les ans, généralement les gens sont plus ou moins d'accord avec les sélections, mais ça reste une sélection d'un groupe de personnes à un instant T. Et ça va tellement dépendre de ce qui est sorti cette année-là, de ce qu'il y a eu les années d'avant. Je pense qu'il y a beaucoup de. J'aimerais pas être membre d'un jury, hein. Se poser trop, trop, trop de questions. Parce que est-ce qu'on veut mettre avant une originalité? Est-ce qu'on veut mettre en avant une efficacité de jeu qui marche avec tout le monde? Est-ce qu'on a envie d'un jeu qui va fédérer? Est-ce qu'on a envie d'un jeu qui, au contraire, crée une émotion parce qu'il n'est jamais vu? Je sais pas. Tellement de critères. Donc, tu es passé de quand même informaticien à éditeur. Est-ce que ta famille, tes amis t'ont soutenu dans ces projets? Oui, ça va. Je sais pas si ça a été vécu comme un énorme bouleversement, parce que c'est pas comme se lancer, je sais pas, dans une carrière, dans une carrière où où on gagne pas d'argent et on se dit si tu n'y arrives pas, ben, tu vas finir sous les ponts. Ça reste un vrai métier, même si derrière les sujets sont beaucoup plus sympas. Oui, c'était plutôt, enfin, je sais que oui, des amis proches ou la famille voyaient bien que l'informatique, c'est un métier où j'y allais un petit peu en traînant des pieds, surtout de plus en plus. Donc forcément, plutôt content de faire un métier qui plaît. Enfin, quand on va au boulot faire quelque chose qui nous plaît, quel que soit le domaine, c'est forcément 1000 fois mieux. Ça peut être aussi des illustrateurs qui sont passés à ça et justement, il y a des fois, c'est la famille ou les amis, enfin, l'entourage peut mettre un frein et ben, c'est toujours intéressant de savoir comment la personne, elle a vécu ça et comment elle a affronté ça. Et oui, qu'est-ce qui t'a poussé à cela en fait? Parce que tu as été invité à Paris, c'est là qu'on t'a proposé et tu as eu cette opportunité et tu t'es lancé, quoi. Oui, oui, il y a vraiment l'aspect rencontre avec ce milieu qui fait que ça s'est fait. C'est assez spécial le jeu de société parce que il y a assez peu, ce qu'on disait tout au début, il y a assez peu de formation directe et des gens viennent de profils très 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 différents. Bah, la plupart des éditeurs avaient un autre métier avant et sont tombés là-dessus parce qu'ils ont créé un jeu, parce qu'ils ont voulu changer de vie professionnelle, donc je pense que chacun a son parcours. Je pense qu'il y a des Mm. parcours très 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 différents. Et je pense que personne à l'école dit plus tard je serai éditeur de jeux. Bah oui. Mais si on leur propose, par contre, je pense qu'il y en a pas mal qui doivent dire ah, oui, finalement ça a l'air pas mal. Et du coup, toi, tu as créé un jeu ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, Ok. non. Non, non, des fois on a un petit peu envie. Mais il faudrait faire ça sur son temps libre. Et comme déjà on fait tout plein de jeux pendant le travail, finalement, Oui, tu arrives à avoir ta vie personnelle et ta vie professionnelle. mine de rien, être éditeur, il y a des formations professionnelles, c'est-à-dire que quand on joue à un jeu dans sa vie perso, bah, on ne peut pas s'empêcher quand même de regarder un petit peu les Oui. défauts, est-ce qu'on l'aurait édité pareil, est-ce que voilà, de se dire ah, ça aurait été mieux comme ci, comme ça. Donc voilà. Mais ça gâche pas le plaisir de jouer, fort heureusement. Bah non. Mais voilà, des fois on regarde.
on regarde des trucs un peu bizarres. On se dit, tiens, ils ont fait une grosse boîte. Tiens, ils ont mis des jetons. Moi, j'aurais mis des punchs. Tiens, voilà. Donc voilà. Mais heureusement, encore heureux, on trouve quand même du plaisir à jouer. On reste des joueurs quand même. Il y a Mm. quand même, je pense que la plupart des éditeurs sont des joueurs en premier, je Ah pense. bah, je pense. Je pense, hein. Je pense c'est le point commun de tout le monde. Ce qui nous Ouais. réunit, c'est le jeu et qu'on est tous des joueurs. Pour toi, qu'est-ce qu'un bon joueur? Je sais pas. C'est quelqu'un qui a envie de passer un bon moment autour d'une table Mm, et qui va vouloir gagner parce que si on veut pas gagner, il n'y a pas de jeu, mm. mais mais qui va apprécier qu'on lui fasse un sale coup et qui va en rire et qui va râler et qui va ralouiller et qui va vouloir prendre sa revanche. Et du moment qu'il se passe des choses, du moment que c'est bon enfant, du moment que voilà, si on se charrie, si on s'embête, si on dit des bêtises, c'est que c'est une bonne partie et que c'est des bons joueurs. Comment faire pour devenir un bon joueur? Je pense que quand on aime jouer, et c'est le cas de plein de gens, tout ça, je pense qu'on est forcément des bons joueurs. Ouais, voilà, c'est qu'on a envie de charrier les autres. Peut-être qu'on y a pris un peu trop à cœur et que voilà, Mm, et qu'il faut pas trop. mm. Faut pas prendre le jeu au sérieux. C'est quand même le seul domaine où on peut pas se prendre au sérieux. Ce serait dommage de le prendre au sérieux. Parce que pour moi, comment devenir un bon joueur, c'était bah, à force de jouer. En fait, tu apprends à gérer tes émotions, tu apprends à te concentrer, à t'adapter en fonction des autres joueurs, etc. Donc, en fait, c'est à force de jouer que tu deviens un bon joueur. Enfin, je le voyais comme ça, mais après, ta réponse, elle est bien, hein, il n'y a pas de mauvaise réponse. Qui je pourrais interviewer pour la prochaine fois? Quel profil tu as déjà interviewé? C'est vraiment toutes les personnes qui sont derrière un jeu de société. J'ai interviewé Philippe Pinoli, qui a été champion de Monopoly. Donc, lui, il a été champion de France Ouais. au Japon. J'aimerais interviewer les champions d'échecs et de Scrabble. J'ai envoyé des messages, mais pas de réponse. Donc, il faut que je renvoie à nouveau. Le Festival de Cannes, ça m'a ouvert une grande porte. C'est-à-dire que je suis tombée... Enfin, prochainement, normalement, ça sera un illustrateur, bah, toi, un éditeur. Je suis tombée sur ceux qui ont organisé le Festival de Cannes, les Québécois qu'on a vus danser sur scène. Donc, normalement, je suis censée les interviewer. Plein de personnes. Mais selon toi, selon ton point de vue, ben, quelle serait la personne que je pourrais interviewer? D'autres éditeurs, parce que je pense que vraiment, moi déjà, enfin, c'est pas ma maison d'édition, je suis salarié dans une maison d'édition. Je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui sont des plus petites structures, presque seuls parfois au début. Et je pense que rien que dans les éditeurs, il y a des parcours qui doivent être très 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 différents et très intéressants. À Cédric des Ludonautes, Ok. parce que c'est quelqu'un de très bavard, donc au moins ça te fera plein de contenu. Et qu'il est sympathique. Mais si je commence à lister les gens sympathiques, ça serait trop long. Il y en a plein Ah d'autres oui, aussi. oui, oui. Mais- Merci. Merci pour cette interview. Donc, on a un blog qui s'appelle Le Coin des joueurs. D'accord. On a créé ensemble le site internet. Moi, je crée le contenu, souvent les articles, etc. Et lui, il fait beaucoup le domaine informatique. Et à côté de ça, ben, j'ai une chaîne YouTube, donc Le Coin des joueurs. On vient tout juste de débuter. Donc, voilà, les chiffres sont petits, entre guillemets. Mais il faut bien commencer D'accord. quelque part. Mais exactement, exactement. Bah, j'essaye de faire au plus vite. Souvent, je publie maintenant une vidéo par semaine. J'ai interviewé une personne de l'association Ludisport qui fait des tournois de jeux de société partout en France où en fait tu fais trois jeux de société complètement différents. Et puis voilà, et moi je me demandais bah, pourquoi Ludisport et il disait bah, en fait le sport à la base si tu prends la définition c'est un tournoi et c'est gagner, c'est être sur un podium. Et il dit c'est à cause de ça. Mais voilà, c'était un mélange des deux, mais c'est vrai que c'est intéressant, quoi. Que je me rends compte sur les chaînes YouTube, c'est souvent un jeu de société qu'on présente avec les règles, Oui. comment on joue, comment on rigole autour. Et voilà. Et je me dis, c'est dommage. Je connais pas encore une chaîne YouTube ou peut-être que j'ai pas assez cherché, mais derrière le jeu de société, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Bon, on le voit parfois avec les questions qu'on peut avoir de joueurs qu'on rencontre justement au festival. Finalement, il n'y a rien de très, très mystérieux sur un jeu de société. C'est un peu comme un livre. Il y a un auteur qui propose à un éditeur. L'éditeur ne prend pas tout ce qu'il reçoit et il en choisit quelques-uns.
ils le travaillent. La différence par rapport à un livre, c'est que ça va être peut-être un peu de correction orthographique, un petit peu de changement ou de conseils, je sais pas. Par contre, dans le jeu, il y avait un aspect matériel, il y a Mhm. un aspect positionnement, il y a un aspect, est-ce qu'on fait un petit jeu qui se transporte? Est-ce qu'on fait un gros jeu de plateau? Est-ce qu'on met beaucoup de matériel? Donc il y a cet aspect éditorial Mhm. qui est plus riche, en tout cas plus varié. Mhm. Mais finalement, le fonctionnement reste le même. Après, il y a un distributeur derrière qui va amener le jeu dans les boutiques. Et donc, finalement, c'est assez proche du livre sur, sur le fonctionnement. Mais c'est Mhm. vrai qu'il y a pas mal de confusion. Souvent, au festival, on dit, ah bon, c'est votre jeu, c'est vous qui l'avez fait. Ben non, nous, on l'édite. Ah bon, du coup, vous n'êtes pas un auteur. C'est vrai qu'il y a un petit côté mystérieux. Et il y a un peu des légendes urbaines du jeu de société. Il y en a qui pensent que tu crées ton jeu et tu gagnes plein d'argent. Ben non, non, ça marche pas forcément comme ça. Quand on écrit Harry Potter, oui, on gagne plein d'argent, mais probablement que c'est le cas de tout le monde. Enfin, il y en avait une fois, elle m'avait dit, oh, tu devrais créer un jeu de société et le vendre. C'est énormément d'argent, c'est énormément d'investissement de ton temps personnel. Et en fait, tu peux perdre beaucoup au niveau du Clairement. temps et de l'argent. Enfin, je connais pas beaucoup d'auteurs qui vivent réellement à temps plein de ça, quoi. Il y a beaucoup d'auteurs et ils font tous un métier à côté, quoi. Clairement, il y en a beaucoup. Alors, il y en a de plus en plus qui Mm, en vivent parce que ça se mm, porte bien. Mes enfants leur métier, c'est-à-dire que mm, bah, ils travaillent beaucoup. On a un peu l'impression que créer un jeu parce que voilà, des jeux on en voit plein parce que ça a l'air facile. mm, mm, Auteur de jeux, enfin, on en côtoie beaucoup, bah, c'est pas facile. Et mm, avoir une bonne idée, c'est déjà pas facile. D'en avoir plusieurs, c'est encore plus dur. Qu'en plus derrière des éditeurs fassent confiance et éditent le jeu, bah, c'est une casquette en plus. C'est-à-dire qu'il mm, faut être son propre commercial de son jeu pour convaincre les éditeurs. Il faut suivre les tendances, il faut comprendre ce que les attentes des joueurs, et il faut tester. Enfin, auteur de jeu, c'est un vrai boulot. Beaucoup n'en vivent pas. Et on a parfois des discussions, il y a des gens qui disent, ah, j'ai une idée de jeu, comment je fais? Et en fait, quand on commence à poser les choses, on voit que c'est pas si simple. Parce mm, que ben, le jeu, au-delà de la règle de jeu et des idées, ben, il y a un aspect matériel, c'est-à-dire qu'il faut le mm, fabriquer, il faut trouver des mm, fabricants, donc ça coûte. Parfois, il y a des gens qui disent, bah, moi j'ai une idée de jeu, je vais le faire tout seul et je vais gagner de l'argent parce que je vais vendre mon jeu. Alors, il y en a peut-être qui ont réussi, mais c'est quand même énormément d'investissement en temps et en argent pour créer l'objet déjà. mm. Il faut trouver des fabricants. Et ensuite, il faut le stocker quelque part. Parce que si on a 10 palettes de jeux, ben, il faut les mettre quelque part. Et ensuite, ces jeux, si on veut qu'ils soient vendus, il faut qu'ils soient dans des boutiques. Donc, il faut faire la tournée des boutiques soi-même. Et il faut que la boutique, elle se dise, bon, ce jeu-là a un potentiel parmi les centaines de sorties de l'année potentiel, donc je vais en prendre. Et tout ça, en fait, en réalité, c'est plein de compétences très différentes. Et c'est Mm, fait par des corps de métiers différents, mm. l'éditeur, le distributeur, les commerciaux chez le distributeur, le fabricant. Et faire ça tout seul, c'est à la fois beaucoup de travail et en Ouais. plus assez peu de chances que ça Ben, aboutisse. beaucoup de stress à accumuler, beaucoup de choses à gérer, donc vaut mieux déléguer ou vaut mieux ouvrir quand même des portes plutôt que de rester seul. Après, chacun a son point de vue. Oui, bien sûr. Après, ça peut être une expérience enrichissante. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait avec plus ou moins de succès. Il y a un côté plus rassurant aussi si un éditeur fait confiance en son jeu et le trouve bien. Il va prendre un chemin qui sera déjà plus conventionnel, plus dans les rails. Le jeu aura plus de chances. Le point de départ reste le même, c'est le jeu. Mm. Il faut que le jeu il soit original, voilà, qu'il ait un plus. Et c'est ça qui est difficile. Les bonnes idées. Nous, on voit beaucoup, beaucoup de prototypes. Ben, parfois, il y en a un qui sort du lot et c'est super. C'est pas facile. Et du coup, est-ce que dans tes futurs projets, tu aurais ben, comme objectif de créer un jeu ou pas du Je sais pas, c'est pas un projet en tout cas. On y pense parfois parce qu'on voit un bout d'idée, on se dit tiens, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a un petit côté, ça rappelle le boulot, quoi. Donc, voilà. Donc à choisir, je préfère jouer. C'est quand même plus sympa. Mais jamais dire jamais parce que l'expérience doit être chouette. Mais il y a aussi que quand on est éditeur, on sait à quel point c'est compliqué. On sait à quel point avoir une bonne idée, c'est pas facile. On sait à quel point il faut lutter pour que ça soit édité.
et prouver que c'est un bon jeu. Donc ça, voilà, quand on connaît la difficulté, ça donne pas forcément envie d'y aller. Et les éditeurs ont bien du courage. Alors souvent, c'est la passion qui les motive. C'est pas facile. Quels sont tes conseils Pas besoin de conseils pour bien jouer. Normalement, normalement, non, mais prendre du plaisir, tout simplement. Je pense que Ouais. le jeu, c'est chouette. Il faut juste prendre du plaisir. C'est du Mm. partage. Pour moi, le jeu, ça, c'est comme un apéro. C'est juste un prétexte pour se retrouver entre gens sympas et dire des trucs sympas. Donc voilà. Et le jeu amène juste ça en plus. Voilà. Ok, ça marche. Bah, je pense qu'on va terminer sur cette belle note. Très bien. Ma foi. Sinon, on se revoit une prochaine fois à d'autres festivals. Bah, très bien, avec plaisir. Bon courage à toi pour la suite. Merci bien. Très bien. Salut! Bye.